Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de l'invité du jour. L'actualité au Mali ces derniers jours a été marquée par l'interpellation par la DGSE de Maître Hassan Bari. Maître Hassan Bari, avocat malien. Hassan Bari également très actif au niveau du Tabital Poulakou. Est-il réellement en intelligence avec Ansarou Islam, ce mouvement qui sème la terreur au Mali et au Burkina Faso? C'est la principale question que nous allons lui poser au cours des 26 prochaines minutes. Maître Bari, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tangara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui s'est passé ce 21 novembre 2019? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais vous remercier. Merci. Avant de commencer mon propos, je souhaiterais d'abord adresser mes vifs remerciements à l'Ordre des avocats du Mali, aux bâtonniers de l'Ordre des avocats du Mali, que je charge d'apporter mes remerciements à l'ensemble de mes confrères africains. Vous vous êtes rendu compte, quand j'ai été interpellé et séquestré à la sécurité d'État, mes confrères, dans leur grande majorité, se sont mobilisés parce qu'ils savaient parfaitement qu'il y a une violation grave des textes régissant la profession d'avocat. Je parle notamment de l'article 6 du règlement numéro 5 de l'UEMOA relatif à l'exercice de la profession d'avocat dans l'espèce UEMOA. En dehors de mes confrères, l'association Tabital Poulakou s'est grandement mobilisée. Et à côté d'elle, tous ceux qui sont épris de paix et de justice se sont donné la main. Je ne vais pas oublier non plus des partis politiques qui se sont manifestés, individuellement ou collectivement, qui se sont mobilisés et qui ont exigé ma libération au niveau de la sécurité d'État. Je pense que c'est un devoir pour moi de les remercier et de les remercier très sincèrement pour tout le soutien qu'ils ont apporté. Je pense que votre présence ce matin me permettra de s'expliquer et d'expliquer à la communauté internationale ce qui est arrivé. Comme vous le dites si bien, le 21, jeudi 21 je crois, j'étais dans mon bureau en train de travailler, quand aux environs de 11 heures, le directeur du contre-terrorisme à la Direction générale de la sécurité d'État m'a appelé pour me dire que le général Diawara souhaitait me rencontrer. Je ne doutais pas qu'il s'agissait certainement de deux individus qui avaient été interpellés la veille et qui étaient à leur niveau. Moi, de mon entendement, et compte tenu de mes rapports même avec la direction générale par rapport au traitement de certains dossiers, je me suis dit que certainement que Diawara m'appelait pour que je vienne confirmer ou infirmer certaines réponses apportées par ces deux individus qui avaient été arrêtés. Je vais là-bas et on m'introduit dans une salle, puis une autre, dans un salon, et on me fait asseoir. Et celui qui me fait asseoir ressort du bureau et boucle la porte. J'ai compris que ce n'était pas ce que je croyais et je suis resté assis de 11h à 17h sans voir personne. À 17h, il y a une équipe peut-être d'enquêteurs dont je connais certains, sont entrés où j'étais. Ils m'ont dit qu'ils ont une série de questions. Et véritablement, ça me surprend. Véritablement, je ne comprends rien de ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Après m'avoir demandé de décliner mon identité, la deuxième question était relative à la présence de deux individus dans leurs locaux, où ils me disent qu'ils sont arrivés le 19
novembre de Boulikessi et qu'ils sont venus dans le but d'acheter des armes, d'acheter du matériel informatique, du matériel explosif, et qu'ils étaient même porteurs de beaucoup d'argent dont une partie serait allée dans ma poche. J'ai dit, monsieur, vous ne faites que reprendre ce que la rue dit. Et ce que vous dites là, je l'ai déjà lu hier soir sur les réseaux sociaux. J'ai compris qu'il y a un montage qui est en train de se préparer, et ce montage ne va pas sans l'implication de journalistes de service qui en réalité ne sont que des honorables correspondants des services de renseignement extérieur. J'ai dit, ces individus que vous avez arrêtés sont dans mon cabinet depuis longtemps. Ils sont régulièrement venus par rapport à leurs frères détenus à la prison centrale de Bamako. Et leur visite du 20 dans mon cabinet était simplement de les accompagner, de leur trouver des permis de communiquer auprès du juge en charge de ce dossier pour que le samedi qu'ils aillent voir leurs frères détenus. Effectivement, je les ai accompagnés, ils ont même garé leur moto à mon cabinet, je les ai pris dans mon véhicule, conduit par mon chauffeur. Nous sommes rentrés dans la cour du pôle judiciaire. Là, nous avons trouvé qu'il était déjà 15h30. Le juge n'était pas sur place, certainement qu'il était rentré ou il était en mission. Donc, je leur ai redonné rendez-vous le lendemain pour qu'ils viennent. Nous sommes ressortis ensemble. J'ai mis ma main dans ma poche, j'ai enlevé 10 000 francs. J'ai dit, prenez un taxi, rentrez au cabinet, reprenez votre moto et repartez chez vous. Le lendemain matin, vous revenez. J'ai démarré. C'est exactement au même moment qu'ils sont tombés sur ces deux individus. Ils les ont pris et les ont amenés à la SE. J'ai dit, voilà ce qui se passe. Je ne sais pas d'où vous sortez ça. Et puis, entre nous, on ne vient pas à Bamako pour payer des armes. Les armes, ça se paye sur le terrain où la circulation des armes est beaucoup plus facile. Donc vous remettez en cause l'information selon laquelle ils ont été appréhendés au grand marché. Non, mais c'est faux. Mais c'est faux. Ils n'ont pas été appréhendés au grand marché. Ils ont été appréhendés devant le pôle judiciaire et conduits à la sécurité d'État. Donc il faut que, en réalité, tout ça, ça a été mis pour que les Maliens consomment cette version. Voilà pourquoi ces journalistes étaient même beaucoup plus en avance que les faits eux-mêmes. Ils rapportaient des choses qui ne se sont même pas encore déroulées. On voyait à travers leurs écrits le cheminement de la procédure mise en œuvre par la sécurité d'État. Donc j'ai dit clairement, tout ça c'est fait pour permettre aux Bamakois très tôt de consommer, de dire oui, nous avons arrêté, mais grâce à mes services, nous avons arrêté 2 grands terroristes et même leurs parrains ou leurs complices, Maître Hassan Bari. C'est ce qu'ils voulaient faire consommer aux gens. Oui, mais peut-être ce qu'on ne pourrait pas démentir, c'est le fait qu'un des interpellés serait le frère de Jafar Diko de Ansarou Islam. Est-ce que là, on ne peut pas donner raison à la DGSE de s'inquiéter et de vouloir anticiper? Est-ce qu'être frère d'un terroriste fait de toi un terroriste? J'ai vu, et c'est dans le procès verbal, le dossier, je l'ai. Il est sur mon bureau. Je peux vous le montrer tout de suite, mais je ne peux pas vous permettre d'accéder parce que c'est un dossier à l'information. Un des frères, notamment Hamadou Diko, serait le frère de Jafar Diko. Jafar, c'est le jeune frère d'Ibrahim Malam Diko qui avait été tué. Plus tard, Jafar a été tué, et c'est ce frère-là qui serait en prison. On dit que c'est son frère. Et ça ressort du procès verbal d'enquête préliminaire. Est-ce que parce que le frère de Jafar est arrêté, est-ce que parce que Jafar est le frère, Diko est le frère de Jafar, fait de lui un terroriste? Parce que si on mettait le dossier sur la table, vous ne verrez plus rien. Vous ne verrez absolument, vous ne retiendrez aucune responsabilité de sa part. D'accord. Ouais. Il y a également un timing, Maître Bari, c'est un peu la cour d'assises. Hein. Dans le rapport de la sécurité d'État, on parle de certains cas de libération et d'acquittement étonnants
Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé à ce niveau-là. Or, on parle également d'argent pour soudoyer des magistrats. Et en amont, certains terroristes auraient été libérés. Bon, je ne sais vraiment pas de quoi les Maliens parlent. Et des libérations et des acquittements au niveau de la cour d'assises, c'est une cour d'assises qui juge. La cour d'assises se fonde sur des éléments contenus dans un dossier. Si la cour d'assises va pour libérer des gens, les gens peuvent critiquer comme ils veulent, mais c'est ça la décision. Maintenant, par rapport à ceux-là qui avaient été arrêtés, dont on dit porteurs d'argent, je vous ai dit que je n'ai rien vu en leur possession, c'était pour aller soudoyer, pour eux c'est pour aller soudoyer des juges. Mais je n'ai pas vu d'argent. Et je n'ai pas besoin de soudoyer un juge. Mais justement, on dit que vous avez reçu une importante somme d'argent. Oui, mais qu'on me montre que j'ai reçu. Vous l'avez reçu ou pas? Mais je ne l'ai pas reçu. Je ne l'ai pas reçu. Si je l'ai reçu, et ce n'est certainement pas pour soudoyer un juge. Même si je l'avais reçu, ce n'est certainement pour soudoyer un juge. Pourquoi des esprits tordus vont aller à ce raisonnement? Pourquoi? Je suis avocat, j'ai le droit de recevoir. J'ai le droit de recevoir de l'argent, de délivrer des reçus. Mais je vous dis pour le cas spécifique, ils m'ont dit qu'ils sont arrivés le 19 de Boulikessi. Le 20, on m'a donné suffisamment d'argent et l'objectif c'était d'aller soudoyer un juge. J'ai dit faux et archi faux. J'ai dit l'information est indigne. D'accord. Maître Barry, on ne sait pas s'il faut s'interposer entre vous et la DGSE. Ça pourrait être comme l'arbre et l'écorce, parce que en juin 2019, on vous a vu aux côtés de Amadou Koufa pour une mission de libération. Est-ce que pour nos téléspectateurs, puisque la vidéo a été virale, pour nos téléspectateurs, vous pouvez revenir sur ça, vous et Koufa? Oui, je l'ai dit, je n'ai aucun complexe ici ni ailleurs, à dire que j'ai rencontré Koufa. Et j'ai rencontré Koufa. L'État a été impliqué du début jusqu'à la fin. J'ai rencontré Koufa. Vous avez reçu l'ordre de mission? Mais je n'ai pas besoin d'ordre de mission, moi. Je ne suis pas un fonctionnaire, moi. Je suis un avocat. Si, de par mes fonctions, je peux être un intermédiaire, un facilitateur dans la compréhension du sujet, je le fais. Effectivement, je l'ai rencontré. J'ai rencontré Koufa en compagnie d'un autre ami, plus le colonel Malamine Konaré. Et d'ailleurs, c'est la présence de Malamine Konaré qui a crédibilisé cette rencontre. Parce que, à la suite de cela, des discussions, nous avons réussi à la libération des otages militaires. Ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas. On ne le reconnaît même pas. Et le lendemain, quand nous avons ramené le 10 août les militaires qui étaient des otages, le lendemain, j'ai vu, on m'a rapporté une note qui circulait au ministère de la Défense attribuant la libération des militaires à une opération rondement menée par la sécurité d'État. Faux, faux et faux. La libération des otages a été négociée par moi-même et par le colonel Malamine Konaré. De grâce qu'on sorte de l'ingratitude. Ok, justement... Non, je n'ai pas terminé. Okay. J'ai vu après cela, à la suite de cette affaire, le ministre Yaya Sangaré, porte-parole du gouvernement, publier un communiqué. Moi, je pardonne Yaya Sangaré pour ses égarements. Mais la parole était trop lourde. La chose était trop importante pour qu'elle puisse tenir sur les épaules frêles de Yaya. Sur les frêles épaules de Yaya. Mais il doit aller consulter sa hiérarchie. Sa hiérarchie le sait, du début à la fin. Et Yaya dit que des prétendues missions, c'est des missions suivies par l'État. Mais lui, il ne peut pas le savoir, il n'est qu'un porte-parole du gouvernement. C'est des questions traitées à un niveau plus élevé où on ne lui rend même pas compte. Niveau plus élevé, c'est-à-dire, Maître Barry? Le niveau le plus élevé de l'État, vous le savez mieux que moi, monsieur. La présidence, la primature. Monsieur Sékou Tangara, je ne vais pas plus. Le niveau plus élevé de l'État, vous le connaissez peut-être comme tout le monde. D'accord. Voilà. Ok, cela dit, il y a quelque chose qui intrigue Maître Barry. Comment se fait-il que vous ayez cette facilité
À la limite, pour pouvoir rencontrer Amadou Koufa, on le cherche partout, les satellites français, américains, ils ne parviennent pas à l'identifier, à le situer géographiquement, mais vous avez cette facilité-là pour pouvoir le rencontrer et puis négocier la libération de militaires maliens. Comment se fait-il? Croyez-moi, je n'ai pas de facilité à rencontrer Koufa quand je veux. Quand on me l'a demandé, je dois d'abord, comme on le fait, envoyer des émissaires. Et vous vous souvenez que je fais partie de la liste de gens dont la tête devrait être coupée par Hamadoun Koufa. Non, l'audio, je vous renvoie à l'audio qui le dit. J'en fais partie, le professeur Alinou Diallo fait partie, le général Issa fait partie, le député Idrissa Sankaré fait partie, etc., etc. Nous sommes 5. Je faisais partie de la liste des gens qui devraient être décapités par lui. Mais vous oubliez que je rencontre tous ces détenus, certains détenus qui sont là. Certains détenus sont, je ne vais pas le dire, sont encore là-bas. Ce sont certainement ceux-ci qui ont dit dire non, ce que vous pensez de Hassan Bari comme collaborateur de l'État, etc., etc., je crois que vous vous trompez. Il a dit qu'il peut me recevoir. Et pour me recevoir, je ne suis pas allé seul. Je suis allé avec quelqu'un dont la présence est symbolique. Et quand je suis allé là-bas, quand il a dit, mais où se trouve le colonel Malamine, j'ai dit, mais moi, vous m'aviez promis de me couper la tête. Je crois que vaut mieux que vous restiez au niveau de ma seule personne. Je ne vais pas donner la tête de Konaré. Il m'a dit, non, quand je dis à quelqu'un de venir, soyez sûr, la personne repartira saine et sauve. C'est là que Malamine est venu, non sans avoir été informé du danger qu'il y avait et des risques pour lui et pour nous-mêmes. Il a accepté, il a pris son courage à deux mains, c'est un officier valeureux qu'aujourd'hui, qu'on souhaiterait traîner dans la boue. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas pour moi, je ne l'accepte pas pour le colonel Malamine Konaré. Donc, et les discussions, c'est toute une journée. Elles se sont bien passées. Des programmations ont été faites pour la suite des discussions qui seront précédées de la libération des otages. Après, un autre programme de rencontre était prévu. Aujourd'hui, nous sommes bloqués tout simplement par rapport à un combat meurtrier entre les services de renseignement, entre la sécurité d'État et les services de renseignement militaires. Ce n'est que ça. Hein? Et aujourd'hui, mais le président Ibeka ne sait pas. La guerre qui se livre, quand vous vous livrez entre vous des guerres, comment vous pouvez gérer le pays? Comment vous pouvez apporter quelque chose de consistant pour qu'on aille vers des solutions? Tant que cette guerre-là va continuer, nous ne verrons pas le bout du tunnel. D'accord. C'était justement où la rencontre avec Koufa, Maître Bari? C'était dans le Massina, c'était dans le Hariri, c'était où géographique? Je vous renvoie demander à la sécurité d'État. Je n'ai pas le droit de mettre quiconque en danger. Allez-y demander, c'est en tout cas à l'intérieur du Mali. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui explique ce revirement de Koufa? Votre tête, vous étiez wanted, votre tête et puis celle de Alinou Diallo et puis d'autres cadres Peul. Qu'est-ce qui explique son revirement, le fait qu'il surseille un peu à cette décision de décapiter et de vous recevoir? Je crois qu'il était disposé. C'est-à-dire notre intervention à l'époque l'amenait à dire, quelles que soient les difficultés qu'il y a, il est bon de s'écouter, il est bon de se rencontrer, il est bon de parler. Sa préoccupation principale, c'est la charia, c'est la présence des forces étrangères. Mais tous ces sujets-là peuvent être discutés. Donc, aujourd'hui, nous avons compris que fondamentalement, il est prêt à rencontrer tout le monde. Il est prêt à discuter tout le monde. Et l'accalmie que vous avez aujourd'hui, dans le delta intérieur, là, il y a notre part de responsabilité.
même si certains fronts sont encore en ébullition, dans le delta intérieur, nous avons réussi parce qu'il nous a dit, bon, je vais voir ce que vous allez faire, mais je vous donne l'engagement que ce que vous avez vu avant, vous ne le verrez pas. Donc, il a changé d'attitude. Il est en réalité devenu aujourd'hui beaucoup plus conciliant. Et puis, c'est que je vous le dis, des milices ont tué plus que Hamadou Koufa. Les Maliens ne le savent pas. Les Maliens ne le savent pas. Certes, Koufa a tué. Koufa a commencé par tuer d'abord les peuples. Koufa a tué, mais des milices ont tué plus que Koufa. D'accord. Pour revenir à votre interpellation, vous êtes placé sous contrôle judiciaire. Ça sous-entend quoi, Maître Barry? Vous voyez, les gens se mettent à parler sans savoir de quoi il s'agit. Je n'ai jamais été sous contrôle judiciaire. Il n'y a pas de dossier Maître Barry, il n'y en a pas. À la limite, il y a un rapport confidentiel de la sécurité d'État adressé au procureur, mais il n'y a pas de dossier Maître Barry. Le contrôle judiciaire, c'est quand le dossier quitte le procureur ou une information est ouverte chez le juge d'instruction, c'est une mesure de restriction de liberté prise par un juge d'instruction. Je n'ai jamais vu de juge d'instruction. Donc les Maliens, en réalité, c'est ce que certains veulent. C'est ce que voulaient certaines personnes. Je ne rentre pas dans les détails. Aujourd'hui, en tout cas, je ne rentre pas dans les détails. Mais tout ça, ce n'est pas par rapport à moi. Oui, puisqu'on avait dit que la sécurité d'État, les méthodes sont extrajudiciaires et que l'affaire devait être judiciarisée en vous confiant à la justice classique. Hein. C'est la perception qui avait été dévoyée au niveau du Malien lambda. Sekou, on a même dit que je suis sous contrôle judiciaire. Je vais vous dire, la sécurité d'État, c'est un service de renseignement. Je l'ai dit et chaque fois que je l'ai dit, ça fâche certains, ça fâche la sécurité d'État. Mais moi, ma protection, c'est Dieu. La sécurité n'est pas une unité d'enquête. La sécurité d'État, de par la loi, n'est pas habilitée à le faire. La sécurité d'État fournit des renseignements, met à la disposition des décideurs politiques un certain nombre de renseignements dont l'utilisation leur appartient. Un rapport a été fait au niveau du procureur, et puis ça s'est limité ici. Ça s'est limité ici. Je n'ai pas vu le contenu du rapport. Et ça ne fait pas l'objet d'un procès verbal d'enquête préliminaire. Ce n'est qu'à partir des procès verbaux d'enquête préliminaire que le dossier est judiciarisé. Il n'y en a pas. Ok, Maître Barry. Le journaliste que nous sommes est à la convergence des opinions. Beaucoup de Maliens ont une idée sur votre personne. Peut-être qu'ils n'ont pas la latitude de vous la faire savoir. Ils n'ont pas accès à vous tous les jours. Mais moi, peut-être aujourd'hui, je vais vous le dire. Vous êtes avocat. Mais certains Maliens ne comprennent pas comment se peut-il que vous soyez la défense des gens qui ont souvent pris les armes contre les camps de l'armée malienne, contre des djihadistes. C'est les questions que les Maliens se posent souvent. Monsieur Tangara, tout ce qui n'est pas défendu est permis. Je n'ai violé aucune règle, aucune loi. Je n'ai violé aucune règle, moi, de ma profession. Je suis avocat. Des individus sont venus, certainement les parents de ceux qui ont été arrêtés, pour me dire que nous avons tel problème. Nous avons été arrêtés, nous sommes à la gendarmerie du camp 1, nous sommes à la gendarmerie de Sévaré, certains sont à la sécurité d'État. Nous venons te constituer pour la gestion de leurs dossiers, pour la défense de leurs intérêts. Est-ce que je peux refuser? Est-ce que je dois refuser? Cette question m'a été posée à la sécurité d'État. Mais pourquoi tous ces peuples-là, pour tous ces peuples-là, quand les peuples sont arrêtés, vous vous levez? J'ai dit, je me lève parce que je me sens concerné, d'abord parce que je suis peuple. Deuxièmement, c'est parce que des personnes sont venues me constituer. Ceux qui sont arrêtés, je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Ils ont leurs parents
qui sont là ou qui font le voyage pour venir jusqu'ici pour me constituer. Et voilà la raison qui explique que je suis là. Et c'est ma communauté. Ok. Voilà. Un mot sur la situation d'ensemble au niveau de la région de Mopti. Il y a une relative accalmie, on en a parlé, hein, puisqu'on s'achemine vers la fin de l'entretien. Comment voyez-vous l'évolution de la situation sur le terrain? La situation est en train d'évoluer. C'est-à-dire le retour de la paix, il ne faut pas que les gens croient qu'on l'a, on commence et on l'a tout de suite. Non. Là, si on rentre dans un processus, le processus peut être long. C'est par des petites doses qu'on peut ramener la paix. Il y a des accords sectoriels dans certaines zones. Il y a la zone de Douanza où les gens ont signé des accords. Il y a la zone de Koro, il y a la zone de Bankas. Il y a même au centre, Tenekou, Massina Djoura, il y a des accords. Mais c'est tout ça mis ensemble qui peut aboutir à un accord pour l'ensemble du pays. Et moi je dis, et je le répète, la lutte contre le terrorisme telle qu'elle est engagée au Mali, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On n'a même pas une bonne lecture du terrorisme. On sait véritablement, ce n'est pas l'effectif de l'armée, ce n'est pas les armes. Non, c'est des objectifs bien précis qu'il faut cibler et avoir des approches qui peuvent conduire à des bons résultats. Pour le moment, on ne réussit pas parce qu'on a créé une union incestueuse entre l'armée et des groupes et des milices. Et j'ai dit, tant que cette union incestueuse va continuer, on ne verra pas le bout du tunnel. Je l'ai dit et je l'ai répété. Au président de la République, on lui a dit clairement, l'armée, c'est l'armée. C'est l'armée qui doit être renforcée. Et non amener les chasseurs, les mettre à la disposition de l'armée. Ou que l'armée se mette à la disposition des chasseurs. Non, j'ai dit non. Et heureusement que même j'ai suivi Macron, qu'il va falloir repenser tout ça par rapport à ce qui se passe au centre. Nous avons raison depuis le départ à 10 ans au président. Attention, ce que vous faites là, ce n'est pas la lutte contre le terrorisme. Donc c'est petit à petit, ça va revenir. C'est lent, c'est toujours difficile, mais il faut persévérer, il faut continuer. Il faut dialoguer, et chaque fois qu'on peut dialoguer, il faut dialoguer. Chez les Peuls, on dit, ce n'est même pas chez les Peuls même, on le dit, vaut mieux convaincre que vaincre. Parce que celui qui est convaincu est d'avance vaincu. Mais celui qui est vaincu n'est pas forcément convaincu. Le jour où il aura la force, il va revenir sur le terrain. Donc, continuons à dialoguer. Continuons à dialoguer avec n'importe quel Malien. Qu'on ne nous interdise pas de dialoguer entre nous-mêmes. Pourquoi? Qu'on dialogue, je suis convaincu qu'on comprendra le sens de ce combat. On ira à la paix. C'est ce que je voulais dire. Ok, que les Maliens dialoguent entre eux-mêmes. Est-ce que ce dialogue peut passer aussi, peut-être ça peut paraître du rêve, d'une rencontre, Koufa, Toloba par exemple, c'est possible, on peut rêver là-dessus, ça pourrait changer des choses, non? Oui, c'est possible, c'est possible. C'est-à-dire, ce n'est pas Koufa seul ne gère pas la question. La question, il faut remonter jusqu'à hier. Parce qu'on a l'impression que l'incompréhension entre les communautés est cristallisée autour des deux personnes, Amadou Koufa d'une part et Toloba d'autre part, même si ça peut paraître de l'amalgame. C'est de l'amalgame qui a été créé et nous payons aujourd'hui les conséquences de cet amalgame. Et depuis longtemps, nous avons dit il ne faut pas confondre les Peuls aux djihadistes. Les djihadistes, c'est un djihadiste, le Peul, c'est le Peul. Mais vouloir, et au sommet de l'État, dire que le terrorisme s'est incrusté dans les villages Peul à telle enseigne qu'il est difficile, on perd son temps en voulant faire la différence entre Peul et djihadistes, voilà où ça nous a conduit. Voilà où ça nous a conduit. Maintenant, je vous ai dit, Koufa est disposé à dialoguer avec n'importe qui. Il a ces thèmes qu'il développe à chaque rencontre avec les gens. Ce n'est pas seulement à nous qu'il l'a dit, il l'a dit à d'autres groupes. Ce n'est pas nouveau, mais je suis convaincu
Je suis convaincu. Sortons de notre ego. Sortons de notre ego et faisons en sorte que le dialogue puisse s'instaurer entre Koufa et le reste du pays. Et certainement, ça passera par Yad, les gens n'en veulent pas entendre parler, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous avons besoin de parler à tout le monde, y compris Yad. D'accord. Hier, nous recevions un homme politique. On lui a posé la question si c'était possible de bivouaquer lorsqu'on quitte Sévaré pour aller à Gao. Il pense que c'est possible. Par rapport à la région de Mopti, est-ce que c'est possible de revenir à cette période où le Dogon amenait son couscous, le Peul son lait, où vraiment c'était imbriqué, c'était de l'harmonie entre les deux communautés? Est-ce que c'est possible de revenir à cette période assez glorieuse de la culture et de l'histoire du Mali? Je l'espère bien en tout cas. Si l'État joue bien son rôle, ce n'est pas simplement de frapper. Son rôle, ce n'est pas simplement d'emprisonner. Son rôle aussi d'apporter les conseils qu'il faut aux endroits qu'il faut. Je vous dis, c'est la démission de l'État qui nous a conduit à cette situation. Ce discours, je ne le tiens pas pour moi-même. Ce discours, vous l'entendrez dans toute la région de Mopti. Vous l'entendrez dans tout le centre. C'est de la faillite dans la responsabilité de l'État qui nous a conduit à ça. Quand, au déclenchement de cette affaire, si l'État avait dit « attention », comme l'avait dit à l'époque Amadou Toumani Touré, « attention, tout Tamashek n'est pas rebelle, tout Tamashek n'est pas djihadiste », si l'État avait dit « attention, attention, pas d'amalgame », il y a djihadiste, il est djihadiste, il y a Peul, le Peul est Peul. Ne confondez pas les deux. Si vous confondez les deux, vous nous amenez dans une situation inextricable. Et c'est celle-là aujourd'hui que nous vivons. Donc nous vivons simplement les conséquences que l'État aujourd'hui, à l'époque qui n'a pas réagi, qui n'a pas fait ce qu'il devrait faire, nous gérons aujourd'hui les conséquences. Mais l'espoir reste permis quand même. L'espoir est permis. L'espoir est permis si l'État joue le rôle. L'État doit être au devant pour aller dans les villages Peul, dans les villages Dogon, pour restaurer la confiance, pour ramener la confiance. La confiance, quand on confond l'État, quand dans les milieux Peul, on confond l'État à des chasseurs, ou bien quand dans les milieux Dogon, on confond les Peul à des terroristes, il y a quand même des explications à apporter. Voilà, que l'État prenne le devant, que l'État aille où il doit aller, où il doit y aller, et que l'État explique. D'accord. Voilà. Ok, c'est sur cet appel que prend fin ce numéro de l'invité du jour. Nous recevions Maître Hassan Bari, avocat. Il est également actif au sein de la communauté Peul, Tabital Poulakou. Avec lui, nous avons parlé de son interpellation par la DGSE. Est-il en intelligence avec Ansarou Islam, ce mouvement qui sème la terreur au Mali et au Burkina Faso? Vous avez eu ces réponses. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt sur la panafricaine. Merci.